Bonjour, nous sommes le 10 décembre. Il va être 11 heures et je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer d'entrée de jeu cette extraordinaire croûte bleue, d'un bleu phénoménal, que j'ai trouvé dans le bois juste ici en dessous de la maison il y a 3 jours. Alors elle n'est plus aussi belle qu'au début, mais vous voyez, c'est tout bleu. C'est difficile de croire que ça existe dans la nature, mais bon, je vous garantis que ce n'est pas fake, hein. Et voilà, ça s'appelle Tenera cerulea, ça vient de changer de nom, et je connaissais ce champignon depuis 8 ans que je m'intéresse à tout ça, et je ne l'avais jamais trouvé. Bon, voilà, assez de nature pour le moment. Vous savez que ceci n'a rien de naturel, vu que c'est une image de synthèse. Le pauvre, vous voyez, il tremble, il a froid, il vient de l'extérieur. Il est hors de question de shooter à l'extérieur aujourd'hui. Je m'étais dit que je vous montrerai la preuve que ce n'est pas de la mauvaise volonté. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de documents, donc à l'extérieur, ça n'aurait quand même pas convenu. Tiens, c'est quoi ça? Bon, c'est de l'eau, je crois. Et alors ici, je vous montre, voilà, vous voyez, il y a moins 4 degrés dehors et il est quasiment 11 heures. Donc, non merci, hein. Alors nous allons travailler ici au bureau. De toute façon, je n'aurais pas eu le choix. J'ai plein de choses et d'études à vous dire. Alors, ceci est une vidéo très délicate parce que, alors je vais essayer de retourner sans aller mettre mes doigts où je ne dois pas, parce que ça c'est vraiment problématique. Bon, j'espère que c'est bon comme ça. C'est une vidéo très délicate parce que je vais vous parler d'alimentation et fonction thyroïdienne. Il y a plein d'infos qui vont dans tous les sens. Je vais essayer de remettre les choses en ordre, de respecter la science, les preuves scientifiques, la logique aussi, et j'en profiterai pour mettre fin à certaines recommandations. Enfin, en tout cas, je vous donnerai des recommandations inverses ou en tout cas alternatives, parce que je pense que certains de ces éléments ne sont pas corrects. Mais je vais m'expliquer, je vais me justifier, parce que je comprends comment ces éléments sont venus à la surface et ont été partagés par d'autres médecins, par d'autres nutritionnistes, qui sont évidemment de bonne foi, mais je crois qu'il y a des explications à fournir pour justement ne pas suivre ces recommandations-là. Je pars d'un post sur Facebook de quelqu'un qui est un nutritionniste connu et reconnu, qui a fait d'excellents livres, donc quelqu'un qui a de la valeur, mais qui fait part d'une expérience personnelle. Bon, et ça a une valeur, les expériences personnelles. D'ailleurs, ceux qui me connaissent savent que j'en propose très souvent. Alors, j'espère que je n'ai pas encore créé les catastrophes, mais là, je vous montre quand même le sieur Oxo, qui est en train de surveiller les limites de son domaine. Mais on me dit qu'une vidéo sans Oxo, ou en tout cas sans son hologramme, parce qu'il s'agit ici d'hologramme, comme vous savez, c'est une vidéo qui déçoit beaucoup de ses fans. Alors, il est planqué là, derrière la mangeoire des oiseaux, bien entendu, et nous verrons s'il fait son entrée triomphante un peu plus tard. Je vous préviens tout de suite, je ne me suis pas fixé de limite ici pour la durée de cette vidéo. C'est complexe, il faut qu'on arrive à bien décortiquer tout ça et qu'on s'en sorte. Okay. Alors, donc voilà, l'expérience dont il est question ici, c'est ce nutritionniste dont je parlais, je ne vais pas citer de nom, mais il est connu, comme quoi la consommation sur une période assez longue d'une quantité importante de menthe, vous voyez, en plusieurs mois, a donné un regain d'énergie, une perte de poids et finalement un boost à sa fonction thyroïdienne.
Ok, c'est un fait, ça existe, ça s'est passé. Il fait d'ailleurs référence dans ce poste à des observations similaires venant d'un médecin anti-âge très connu, que vous connaissez, je n'ai pas besoin de citer le nom, et qui a eu une expérience un peu du même type. Et d'ailleurs, je passe directement sur le document qui en atteste, qui vient de ce médecin anti-âge, et qui nous signale qu'en mangeant toute la journée des fruits, plus d'1,5 kg par jour, pendant 3 jours, il est tombé en excès d'hormones thyroïdiennes, en excès thyroïdien. Et il a dû diminuer son traitement hormonal thyroïdien. Bon, il était sous traitement hormonal thyroïdien, ce qui change un peu les choses, évidemment. Hein? Et donc, vous voyez, moi, mon problème, c'est le conseil qui en découle. Et le conseil que je lis ici, c'est un repas de fruits le matin, par exemple, stimule fortement la thyroïde. Bon. Alors, moi, mon souci, c'est qu'avec ce genre d'assertion, c'est que tous ceux qui ont une thyroïde faible, il y en a évidemment des légions, c'est très très courant, les gens qui se battent avec une insuffisance thyroïdienne, qui ne sont pas traités, qui ne sont pas diagnostiqués, parfois certains sont traités de manière insuffisante, les dosages sont peut-être pas corrects, la médecine classique se base beaucoup sur le taux de TSH, si le taux de TSH est plus ou moins dans les normes, et ces normes sont gigantesques, beaucoup trop larges en réalité, c'est bon, mais en réalité ça ne l'est pas. Et puis alors il y a des gens qui reçoivent de la thyroxine, et qui en fait devraient compléter avec de la lyotyronine, donc qui reçoivent de la T4 et qui devraient compléter avec de la T3. Donc tout ça est très courant. Petite parenthèse ici, j'insiste, de là à dire, comme il est dit ici, notamment par ces médecins anti-âge, ah ben voilà, Oxo est entré, à mon avis vous allez le voir débarquer. Par ces médecins anti-âge, on entend dire qu'il faut systématiquement donner T4 et T3. Bon, c'est leur avis, ben voilà, on peut le respecter. Moi, je ne fais pas ça, et je souligne quand même qu'il y a probablement dans le monde des dizaines de millions de personnes, et l'estimation est probablement faible, on pourrait parler de centaines de millions, parce que c'est très courant, qui se trouvent très bien avec uniquement la thyroxine. De là à mettre tout le monde sous T4 et T3 d'office d'entrée de jeu, moi je trouve que c'est aller beaucoup trop loin. Que beaucoup de gens qui ne vont pas bien avec de la T4 bénéficient de l'addition de T3, c'est tout aussi évident. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi on doit, en médecine classique, donner uniquement de la T4, parce que c'est ça qu'on dit bien souvent, pas tous, mais beaucoup d'endocrinologues en restent là, point final, alors que la T3 est l'hormone active. Mais alors en médecine anti-âge, on met tout le monde sous T4 et T3. Bon, s'il vous plaît, est-ce qu'il n'y a pas place pour quelque chose d'un peu entre les deux? Est-ce qu'on peut regarder les dosages biologiques, la T3 libre, la T3 reverse, qui est la forme inactivée, qui ressemble à de la T3, mais qui n'a pas du tout d'action hormonale, qui est favorisée dans certains types de stress, on va y revenir. On peut aller voir dans les urines de 24 heures, je trouve que c'est quand même utile. Et surtout, et qui voilà, comme promis, Oxo fait son entrée. Je vous montrerai quand je retournerai la caméra, j'espère que vous l'avez quand même vu. Bonjour Oxo. Oh, 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 oh. Enfin, l'hologramme d'Oxo, bien entendu. Et donc, le génotype DIE2, parce que, évidemment, entre un génotype homozygote sauvage, comme on dit aujourd'hui, vous verrez tout à l'heure qu'en fait, c'est plutôt l'homozygote, c'est plutôt le variant moderne qu'on considère aujourd'hui comme sauvage parce qu'il est dominant. Ouais, il est en génomique, parce que je sais que vous suivez quand même, pour beaucoup d'entre vous, ces vidéos génomiques.
En génomique, le mot sauvage ne veut pas nécessairement dire que c'est favorable comme génotype. Ça veut en général dire que c'est le génotype dominant. Okay, et effectivement, le génotype dominant, aujourd'hui, on va voir que ce n'était pas le cas, enfin on en a déjà parlé, je vais vous le rappeler, mais le génotype dominant aujourd'hui est donc dit sauvage, et le génotype TT, alors bon, selon la façon dont vous appelez ça, par les acides aminés ou par les nucléotides, bon, ben, vous avez d'autres manières de caractériser, mais on est d'accord pour dire que c'est homozygote sauvage dans l'acception actuelle. Et j'ai donc commencé ma phrase il y a longtemps, entre ce génotype-là et l'opposé qui est le génotype variant, toujours au goût d'aujourd'hui, homozygote, donc que moi j'appellerais AA, mais qu'on peut appeler différemment, ben vous avez un monde de différence sur les besoins en T3. Donc à partir du moment où vous avez des gens qui appartiennent à ces deux extrêmes, alors il y a les hétérozygotes au milieu, bon, chez qui finalement, moi j'ai une majorité d'hétérozygotes dans ma population, j'ai 1600 génotypes d'EIO2, j'ai plus de 50% d'hétérozygotes. Donc ceux-là finalement ne sont pas très remarquables. C'est les plus courants. Ouais, tout ça doit être nuancé, c'est une matière complexe. Mais pour revenir à notre propos, entre les deux génotypes extrêmes d'EIO2, TT et AA, pour reprendre ma nomenclature, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins en T3. Il y a quelque chose là qui ne me va pas. Donc systématiquement, donner un mélange fixe T4, T3, typiquement de 5 pour 1, comme on a dans Euthyral, Novotyral, comme on a dans Erfa thyroïde et Armour thyroïde, c'est du 5 pour 1 parce que ce sont des thyroïdes de porc. L'Euthyral, Novotyral imite les proportions dans la thyroïde de porc. Dans le bœuf, il y a moins de T3. Dans la glande humaine, il y a encore beaucoup moins de T3 parce que, si vous voulez, chez le porc, c'est 5 pour 1, chez le bœuf c'est 8 pour 1, chez l'humain c'est 13 pour 1. Donc uniquement proposer ce mélange T4, T3 fixe sans tenir compte du contexte va faire beaucoup de bien au début à beaucoup de gens, et ceux pour qui ça ne convient pas vont se retrouver après un certain temps avec des effets secondaires de type hyperthyroïdie. Alors ils diminuent la dose, mais en diminuant la dose, il diminue aussi la T4, alors qu'en réalité, c'est la T3 qui devient excédentaire et qui donne les effets secondaires. Donc, à un moment donné, ce mélange fixe ne convient pas, et je ne suis pas d'accord de systématiquement donner ce mélange fixe d'entrée de jeu à tout le monde, même si je l'utilise, bien entendu, ça convient à certains, et puis on peut le donner au début et remettre ça en question après quelques semaines, quelques mois, et personnaliser davantage, avec notamment évidemment le retour clinique, avec une nouvelle batterie de tests thyroïdiens après un certain temps, etc., etc. Et aussi la remontée de choses comme le génotype d'EIO2. Ok, donc revenons évidemment à notre propos. L'idée de conseiller, comme je le lis là, un repas de fruits le matin pour stimuler fortement la thyroïde, je suis désolé, c'est pas nécessairement conseillé, mais même le fait de dire ça, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une hystérie sur les fruits. Bon, les fruits, c'est très bien. Je ne les aime surtout pas entre les repas ou pour commencer la journée. Il faut en manger, éviter les fruits trop sucrés, respecter les saisons, la proximité. Voilà le palou. Vous voyez, le palou. Le palou s'approche, le palou dort à la cave, mesdames et messieurs. Enfin, le palou, sa représentation, évidemment, j'allais dire génétique, sa représentation informatique, si je peux dire. Il y a un mot que je ne trouve plus, enfin, peu importe. Revenons à notre propos une bonne fois pour toutes et oublions toutes ces images animales de synthèse.
Et donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je ne remets pas en question le fait, mais il faut faire attention quand des gens qui font autorité, qui sont suivis, qui sont écoutés à juste titre pour beaucoup de choses qu'ils disent, hein, je ne remets pas tout leur travail en question, mais quand on entend ça, la personne lambda va s'embarquer dans des trucs qui sont tout à fait néfastes. Parce que j'ai un peu creusé le sujet. Alors, on me répond, parce qu'évidemment, j'argumente, on me répond que l'absence d'études randomisées en double aveugle contre placebo sur ce sujet, puisque c'est ça qui est prisé en médecine conventionnelle, ne veut pas dire que c'est faux. Je suis d'accord avec ça. De toute façon, écoutez, en médecine fonctionnelle, si on ne devait faire que ce qui est confirmé par des études randomisées en double aveugle versus placebo, ben, on ferait presque plus rien de ce que nous faisons. Okay, donc ça, c'est évident qu'on ne veut pas se baser sur ce genre de paradigme. C'est un paradigme délirant. Je ne suis pas contre ces études randomisées, mais de dire que si on n'a pas d'études randomisées, on ne doit pas on peut pas faire la recommandation, c'est tout aussi faux. Donc là aussi, il faut un juste milieu. Okay, et les études observationnelles sont intéressantes, les études épidémiologiques sont intéressantes, l'étude des cohortes de tout type sont intéressantes. Ce ne sont pas des études randomisées en double aveugle. Donc, toute étude est intéressante. Le problème, c'est que, je lis ici aussi que sur les sites grand public, il y a de nombreuses recommandations qui vont dans ce sens d'augmenter le fructose pour aider la thyroïde. Bon, le médecin anti-âge dont nous parlons, lui-même, je vous lis là, pour ne pas retourner tout le temps cette foutue caméra, que pour stimuler votre thyroïde, il faut manger beaucoup de fruits et de légumes, hein, pour être complet. Mais beaucoup de fruits pour stimuler votre thyroïde. Oui, mais ça doit être remis dans son contexte. Une diète doit être personnalisée, elle doit tenir compte d'un grand nombre de facteurs. Est-ce qu'on peut dire ça? Parce qu'alors, même si les gens qui disent ça ici remettent ça dans un contexte, mais le problème c'est quand ça fuite dans le grand public, on a des horreurs. J'ai ici un site que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, forumthyroïde.net, blabla. Bon, voilà, j'ai trouvé ça sur Internet un peu par hasard, ou je pense même peut-être qu'on me l'a fourni. Vivre sans thyroïde, bon, ok, ça c'est le sujet global, mais probablement qu'ici c'est un échange de postes. Et alors, dans les conseils aux patients qui ont des problèmes d'hypothyroïdie, il est textuellement écrit manger des fruits, car le fructose accélère la conversion de T4 en T3. Bah, je suis désolé, comment ça, le fructose accélère la conversion de T4 en T3? Qui a dit ça? Même les gens que je cite là n'ont pas été jusque-là, mais vous voyez, ça dérive, ça devient du grand n'importe quoi. Alors, pour essayer d'améliorer le bazar, j'ai fait une recherche PubMed, ben oui, j'ai rentré les mots thyroid, conversion, merci, et fructose. Rien du tout. Rien du tout. Il y a 5 études, 3 n'ont strictement rien à voir, c'est de la conversion de la pyruvate kinase. Oui, bon, c'est parce que dans cette étude-là, il est question de fructose, mais ça n'a rien à voir avec la thyroïde. Le premier article, en fait, des 5... Alors, 5 articles sur les 30 millions qu'il y a sur PubMed, hein, je peux vous dire que ça n'est pas... La pêche n'a pas été miraculeuse. Je lis dans le titre de l'article, et on n'ira pas plus loin, que alors il s'agit ici de souris, et que le fait de leur donner du fructose leur a donné
un diabète de type 2 immédiat et visiblement des dégâts au niveau du foie. Bon, donc voilà, il n'y a aucune science derrière ça. Ça dérive vers des conseils qui sont tout à fait faux. Il est faux d'aller intoxiquer, d'aller influencer les gens et leur raconter des balivernes comme le fructose accélère la conversion de T4 en T3. C'est pas ça du tout. Néanmoins, il y a quand même des choses derrière ça, ok ? Il y a des choses derrière ça, et ça, c'est un sujet que je voudrais couvrir. Alors, je ne sais pas dans quel ordre je vais faire ça. J'ai quand même envie de vider ce problème-là, mais ça va prendre un peu de temps. Mais c'est très important. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a probablement ces expériences individuelles, hein, des constats presque accidentels, et bon, je vous en ai cité 2, eh bien, parce que il y a quand même quelque chose de vrai derrière tout ça, mais qu'il faut nuancer et il faut mettre l'équation dans le bon sens. Il ne faut pas la renverser. L'article qui permet de débrouiller tout cet imbroglio, c'est un article dont je vous ai déjà parlé. C'est un article qui date de 2004, très, très original, signé par un Autrichien qui s'appelle Wolfgang Kopp et qui est paru dans Medical Hypothesis. Donc, alors là, c'est pas du randomisé double aveugle, hein, mais c'est une publication. Bon, c'est quand même un journal reconnu pour venir avec de nouvelles hypothèses qui demandent évidemment à être confirmées, exploitées, mais ça, c'est une grande source d'inspiration. C'est pas la première fois que j'utilise des articles de journal qui est très connu, qui est d'ailleurs publié par Elsevier, qui est une des plus grandes maisons d'édition scientifique. Et donc, le titre de l'article, hein, je vous le remonte, vous l'avez déjà vu, hein, c'est « Nutrition, évolution et niveau d'hormones thyroïdes ». Bon, c'est fascinant, hein, c'est fascinant. Alors, on va faire ça pas à pas. Je vous dis, ça va prendre du temps. Ben, on mettra le temps qu'il faut. Ça va être une vidéo long format, sinon on va jamais en sortir. Une nutrition riche en hydrates de carbone est associée avec des taux plus élevés de T3 comparé à ce qu'on trouve chez des gens qui ont une diète pauvre en hydrates de carbone. C'est un fait, ok, on sait ça. Et le médecin anti-âge dont il est question ici en parle régulièrement, donc ça on sait. Mais qu'est-ce que ça implique, hein ? Alors, je vous pose tout de suite la question. Notre copain, le jet des chênes, est évidemment présent. Ok, donc coucou, hein, il est là tous les matins. Donc, chaque fois que je fais une de ces vidéos le samedi matin, il est présent, ou en tout cas, ça représente. Oula, il est. Oui, il vient sur la terrasse. Enfin, non, oui, il est sur la terrasse. Ça, c'est très bien parce que ce sont des oiseaux qui ont un très, très grand rayon de sécurité. Et alors, vous voyez, les pies, c'est des vilaines, la pie l'a chassé. Vous avez vu arriver la pie. Enfin bref, on ne va pas faire les oiseaux, parce que sinon, alors là, on en a pour 6 mois. En tout cas, jusqu'à la tombée du jour. Bon, donc, on sait effectivement que si on passe d'une alimentation très pauvre en hydrates de carbone à une alimentation beaucoup plus riche en hydrates de carbone, la T3 augmente. Alors écoutez bien, est-ce que cela implique qu'il faille manger plus d'hydrates de carbone pour augmenter ces taux de T3? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Vous comprenez? On ne peut pas observer quelque chose et en tirer une conséquence proactive. Non, et c'est là que je mets en porte-à-faux de ce qu'on a dit précédemment, comme quoi, pour stimuler la thyroïde, il faut manger plus de fruits, c'est-à-dire effectivement plus de fructose, plus de sucre, et donc plus d'hydrates de carbone. Donc vous voyez, c'est logique, mais ce n'est pas
un conseil à donner, ce n'est pas durable, ce n'est pas raisonnable. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand vous activez de la T4 en T3, eh bien, vous consommez vos hormones thyroïdiennes, vous les activez, mais une fois qu'elles sont activées, vous n'avez plus vos stocks de T4. Et donc, vous pourriez très bien, au bout d'un temps, si la fonction thyroïdienne n'est pas optimale, et il y a 1 milliard de raisons possibles, y compris des déficits en cofacteurs cruciaux, on va y venir après, parce que ça, je trouve que ce sont des conseils alimentaires pertinents, plus que le fructose. Eh bien, si vous avez commencé à tomber à court de cofacteurs, a fortiori, si vous avez en arrière-plan une thyroïdite auto-immune avec production d'anticorps inhibiteurs comme les anti-TPO, anti-thyroglobulines, voire TRAB, ben vous allez droit dans le mur. Vous comprenez? Au début, c'est l'euphorie, mais alors, vous videz vos cartouches. Vous commencerez rapidement à tomber à court de munitions. Donc, non, c'est aller beaucoup trop loin, c'est prendre le fait et en tirer des conclusions indues. Enfin, voilà en tout cas ce que je pense. Alors, très important parce qu'on va rejoindre les vidéos que j'ai faites sur la paléogénomique, donc tout ce qui est ancestral, hein, mes fameuses vidéos ancestrales. Celle-ci pourrait en faire un peu partie, si vous voulez, parce que j'aborde le sujet très, très fascinant, très, très important. Je vous dis, j'ai trouvé ça au mois d'août. Ça a donné lieu, je vous en ai parlé au mois de septembre, avec une première vidéo, puis il y en a eu d'autres après, et ça a été popularisé par un prix Nobel au début octobre. Bon, je n'ai rien à voir avec ça, mais bon, ça m'a plu que finalement, je n'étais pas le seul à trouver ça extrêmement significatif. Et donc, voilà, je lis, hein, parce que c'est très bien écrit, je ne saurais pas faire aussi bien, je préfère traduire comme ça au pied levé. Nos ancêtres du Paléolithique survivaient sur une... survivaient, non, subsistaient, donc leur alimentation était basée sur une diète très haute en protéines et en graisses et très faible en hydrates de carbone, pendant une longue période de l'évolution humaine, et ça s'est aggravé lors des périodes glaciaires, hein, qui correspondent à la présence de l'homme de Néandertal, mais aussi de Homo sapiens, qui ont coexisté pendant un certain temps, notamment en Europe. Donc la période glaciaire aggrave le manque, si vous voulez, de glucides. Il y a évidemment des végétaux, mais qui sont plus fibreux, qui sont plus rares. Et on considère que les humains de cette époque-là, les Néandertals étaient des humains aussi, bien entendu, mais d'une autre espèce, ont consommé énormément de viande rouge et de poissons, éventuellement des mammifères marins quand ils vivaient le long des côtes, etc. Il y a tous ces dessins-là sur les parois des grottes. Hein. Bon, on dessine ce qu'on mange et pas des choses qui n'existent pas ou pour lesquelles on n'a aucun intérêt. On a envie, quand on voit le succès des livres de cuisine aujourd'hui, ben voilà, on achète des livres de cuisine, eux dessinaient sur les parois des grottes ce qu'ils avaient habitude de manger ou envie de manger, qui n'était pas toujours facile à attraper. Alors, ensuite, avec le début de la révolution de l'agriculture, il y a environ 10 000 ans, on a vu une augmentation dramatique des besoins en hydrates de carbone. Et ce changement fondamental a amené à une augmentation très significative des concentrations en T3. Voilà, c'est ça le fait. Maintenant, de là à dire que pour avoir plus de T3, il faut manger des hydrates de carbone, c'est faux. Vous comprenez? Ce n'est pas un aphorisme qui se renverse. Ça va dans un sens, ça ne va pas du tout dans l'autre.
Alors, suit dans cet article toute une série d'études que je connaissais, qui sont absolument bien établies, qui montrent que quand on se met en jeûne ou quand on s'embarque dans une diète extrême, soit cétogène, donc ça c'est très très peu d'hydrates de carbone, quasiment pas, beaucoup de graisse, ou quand on s'embarque dans ce qui a eu d'ailleurs du succès il y a une vingtaine d'années, et ça a probablement joué un rôle dans les esprits, ça ici, pour amener à ces conclusions que je considère comme erronées, une diète haute en protéines, hein, high protein diet, dans le but de maigrir. Et on faisait ça pendant une période de temps enfin moi j'ai jamais fait, mais on faisait ça pendant une période de temps pour justement attirer le chaland avec des pertes de poids spectaculaires, mais je vous garantis bien que c'est des yo-yo, hein, ça revient en force après. Mais pourquoi est-ce que ça revient en force? Pourquoi est-ce qu'il y a un yo-yo? Tout simplement parce que dès que vous allez soit dans le jeûne prolongé, soit dans des diètes non physiologiques, très hautes en graisse ou très hautes en protéines, eh bien, c'est un signal d'alarme, c'est la panique, c'est la famine, il manque des choses qui sont considérées quand même comme indispensables, comme une petite quantité de glucides, pas trop mais pas trop peu, comme des graisses qui sont toujours nécessaires dans tous les génotypes ApoE, qui sont donc nécessaires chez tout le monde. Le système perçoit ces manques flagrants, ces manques sévères, et se met en mode alerte, en mode panique, et bloque la conversion de T4 en T3, parce que si on n'a pas de carburant, tous les carburants indispensables, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On coupe le moteur, ou en tout cas on le ralentit fortement, et on se met en mode survie, avec très peu de T3. Et au lieu que la T4 se convertisse en T3, elle se convertit en T3 reverse. Phénomène, et ça ce n'est plus la DIO2 qui est utilisée, c'est la DIO3. Et donc ça, c'est un phénomène parfaitement connu, qui est extrêmement fréquent chez les gens stressés. Donc ça, on voit ça tous les jours. J'ai des dossiers avec cette situation-là. Et bien entendu, ce blocage qui existe dans le stress de la vie, avec 36 000 causes. Alors quand c'est chronique, c'est évidemment plus ennuyeux. Le stress est surtout prévu pour être bref. Et alors là, c'est une bonne réaction, mais quand ça devient long terme, ce n'est plus du tout intéressant. Mais par ces diètes extrêmes ou par le jeûne, vous provoquez cet état de fait. Le jeûne est à séparer des diètes extrêmes, parce que le jeûne, il y a tout qui s'arrête. Et en réalité, dans le jeûne, à partir du moment où on passe un peu un cap des premières heures ou des premières 24 heures, voire 48 heures, il est vrai, enfin, je ne fais pas des jeûnes prolongés, moi-même, je ne les utilise pas en pratique médicale, mais je sais par ouï-dire et par mes collègues, notamment j'ai un collègue sur la Belgique qui l'utilise pour lui-même et parfois pour certains cas particuliers, dans sa pratique médicale, rarement, mais bon, je pense qu'il peut être amené à le proposer. Dans le jeûne prolongé, il n'y a pas apparition d'une cohorte de symptômes d'hypothyroïdie. Donc, il y a une adaptation de l'organisme à cet état de fait. Bon, où évidemment il faut être prudent, c'est quand on interrompt ce jeûne, tout comme quand dans le temps... des collègues croyaient bon de donner des diètes hyperprotéinées, mais c'est quand ça s'arrêtait que les choses pouvaient prendre une mauvaise tournure et qu'on avait ces effets yo-yo. Donc, voilà, c'est pas nouveau le fait que, évidemment, un manque d'hydrates de carbone bloque. Et quand on les réintroduit, ça débloque. Donc, vous voyez, dans ces cas
d'accélération thyroïdienne avec des mangues ou avec 1,5 kg de fruits par jour. Si on venait avant d'une diète high fat et very low carb, il y a des effets d'accélération, mais pour moi, ce n'est pas du tout intéressant parce que ce n'est pas durable. Vous brûlez la chandelle par les deux bouts et bien vite, vous n'avez plus de chandelle. Alors, donc, mais ce qui nous intéresse ici, c'est de remettre ça dans la perspective de l'évolution, donc du passage du paléolithique lointain à ce qu'on a appelé le Pléistocène supérieur. Donc, quand on dit supérieur, c'est toujours le plus récent, donc la fin du Pléistocène. Quand on s'est dirigé vers l'Holocène, qui est évidemment la transition néolithique, eh bien, il y a 15 000 ans, on a vu, je vous en ai parlé, vous pouvez retourner voir ces vidéos si tout ça vous passionne. Je pense que ça devrait, parce que ce sont des clés fondamentales pour toute gestion, je pense, de la fonction thyroïdienne. On a vu apparaître, il y a 15 000 ans, dans des grottes, notamment la fameuse grotte des pigeons au nord-est du Maroc, dont on a... Alors ça, c'est Homo sapiens, 15 000 ans, il n'y a plus que ça. Néandertal et Denisova ont disparu. Donc du sapiens, qui s'est mis à une diète qui est déjà beaucoup moins chasseur, qui est plus cueilleur. Je vous en avais parlé, avec des glands et des oléagineux et des graines. Et donc déjà plus d'hydrates de carbone. Eh bien là, mais seulement là, on commence à voir des génotypes DIO2 modernes, que je vais appeler modernes, donc avec l'allèle T. Donc il y a des TA dans cette grotte, et il y a même un individu qu'on a identifié comme étant TT. Donc l'homozygote sauvage aujourd'hui, mais qui en réalité à l'époque est le variant qui est apparu. Alors, je vous ai aussi fait part de quelque chose, c'est ça qui m'a tout déclenché chez moi, c'est quand je me suis rendu compte que, tout comme chez les grands singes d'ailleurs, mais l'homme de Néandertal et l'homme de Denisova, tous les deux sont AA. Okay, donc, tous les deux ont ce génotype où la conversion T4 en T3 est nettement plus difficile. C'est donc ça le génotype ancestral. C'est en réalité le vrai génotype homozygote sauvage. Mais ne disons pas ça. Disons que c'est le génotype ancestral qui est vu aujourd'hui comme variant. Alors, pourquoi est-ce que c'est vu comme variant? Parce que, alors ça c'est intéressant de vous donner les détails. Ces détails viennent de l'autre article que je vous avais aussi montré, que je vais reprendre, qui est celui-là. Bon, écoutez, je ne vais pas perdre du temps de vous le relire. Un excellent article qui, lui, est beaucoup plus récent, qui date de 2020, qui est paru dans Journal of Endocrinological Investigation, et qui parle du DIO2, du polymorphisme DIO2, mais qui le met dans une perspective de l'évolution de l'espèce humaine. Et alors là, je vais quand même retourner, parce qu'en plus, c'est mon bras qui va tomber. Et alors, regardez-moi ça, c'est tout à fait interpellant. Donc, on parle bien du DIO2, qui correspond d'ailleurs au RS225014. C'est comme ça qu'on identifie à coup sûr un génotype, RS225014. Vous avez donc, j'ai gardé les couleurs que j'utilise pour mes patients. Donc le T est vert parce que c'est soi-disant sauvage, et le A est orange parce que c'est soi-disant variant. En réalité, vous savez que historiquement, c'est plutôt l'inverse. Bon, je ne le dirai plus, vous avez bien compris. Et alors, regardez les chiffres aujourd'hui, 15 000 ans plus tard. Ce qu'on a trouvé dans la grotte aux pigeons, c'est pas grand-chose, chez ces Marocains, sapiens marocains, c'était, en fait, on a trouvé que deux, on a trouvé un TA et un TT. J'ai peut-être tout à l'heure
laissé comprendre qu'on avait trouvé plusieurs TA. Non, on a un TA et un TT. C'est les seuls qu'on a de ces époques reculées. Tout ce qui est d'avant, c'est toujours des AA. Donc le T est apparu il y a 15 000 ans. Et puis il y a 10 000 ans avec le néolithique, le T s'est multiplié. Pourquoi? Parce que ça aidait les gens à survivre. Le T leur donnait plus de T3. La T3, c'est crucial pour la fertilité, c'est crucial pour la reproduction. Donc, c'était un changement génique favorable qui a été repris par l'évolution. Et regardez comme les chiffres ont changé. Aujourd'hui, vous avez, c'est là au-dessus, 54% de T, qui est donc devenu dominant dans le monde, ça c'est les chiffres pour l'ensemble du monde, et vous n'avez que 46% de A. En Europe, c'est encore pire. Vous avez, enfin, ou encore mieux, enfin, c'est comme vous voulez, 66% de T et seulement 34% de A. Donc, cette mutation qui remplace l'alanine, qui est l'acide aminé ancestral, par la thréonine, a eu beaucoup de succès. En parenthèse, c'est une mutation qui n'existe que chez l'humain. Il n'y a pas de thréonine qui remplace l'alanine chez aucune autre espèce de mammifère. C'est assez intéressant. Et toujours dans le même article, je pense que c'est bien de conclure un peu cet aspect, de résumer en vous montrant ce tableau que je pense peut-être avoir déjà suggéré, mais vraiment rapidement. Vous voyez qu'ici, on est vraiment dans un long format, parce que sinon, on ne va jamais arriver à vider le problème. On est chez les, à gauche chez les chasseurs, à droite chez les fermiers. Hein. Chez les chasseurs, donc, il y a peu d'hydrates de carbone dans la diète. Chez les fermiers, donc dans le néolithique, il y en a beaucoup plus. L'activité des IO2 est faible chez les chasseurs, elle est beaucoup plus haute chez les fermiers. Ce sont les allèles qu'on utilise, hein, donc l'alanine, le A, chez moi c'est l'alanine, et le T c'est la thréonine. Bon, vous voyez aussi les manières alternatives d'appeler ça par les nucléotides. Et donc, voilà, il y a une modification de l'alimentation qui entraîne une sélection positive du T qui est donc en vert, qui est donc de la thréonine, que malheureusement on appelle l'allèle A, mais alors là, bonjour, hein, oubliez-moi de ça tout de suite, on va garder le T, et mes patients sont bien habitués à voir ce T en vert et le A en orange. Alors, donc, vous voyez, c'est ça qui s'est passé. Bon, maintenant, est-ce que, revenons à la... Voilà, il y a de l'Oxo, il y a du Goliath, les autres chats sont en balade. Revenons, si vous voulez bien, à la... Attendez, parce que... Bon. Revenons à l'analyse globale de toute cette évolution, et je vous renvoie à une autre vidéo ancestrale que je vous ai shootée, et je crois que j'y reviendrai par la suite. La transition au point de vue santé humaine du paléolithique au néolithique a été désastreuse. Okay, les gens ont commencé à avoir une santé buccale calamiteuse, bourrée de caries, bourrée d'abcès, les gencives en feu, gingivite chronique, enfin l'horreur. Ils ont perdu presque 10 cm en taille. Est-ce que vous croyez que c'est bon signe? Est-ce que vous êtes d'accord que quand on a amélioré l'alimentation humaine, quand on est sorti de toutes les horreurs de la révolution industrielle, les générations plus récentes ont grandi en taille parce qu'ils étaient en meilleure santé. Donc perdre 10 cm de taille, c'est mauvais. Alors comment est-ce que d'un côté, on peut dire « Ah ben génial, hein, on mange plus d'hydrates de carbone, donc on fait plus de T3, ah super, youpi, ouplala ». Mais pendant ce temps-là, on perd 10 cm de taille, on se pourrit complètement la santé buccale qui
qui n'est autre que le témoin d'une dégénérescence globale. C'est parce qu'évidemment, on a beaucoup de dents et de mandibules et que sur un plan archéologique, on a plein d'informations de ce côté-là, mais le reste n'allait pas mieux. Vous comprenez, on n'a pas une bouche désastreuse et le reste du corps qui est euphorique. Hein. Bon. Donc, ce n'est pas bon, ce truc-là. Ce n'est pas bon. Et donc, en tout cas, pour les DIO2AA, ben, tenez-vous à ce que vos ancêtres faisaient, c'est-à-dire une diète high-fat, low-carb. Et alors, quand vous entendez « Ah oui, mais votre thyroïde, il faudrait qu'elle soit un peu plus forte ben, », ruez-vous sur le fructose. Non. Ne mangez plus que des mangues et du raisin. Ben non. Non, 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 non. OK? Bon, voilà. C'est compliqué, ça a pris du temps. Et vu que c'est un long format, bon, je me donne encore quelques minutes, parce qu'alors, vous allez me dire « Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Ben, on fait ce qui est logique de faire. OK? On fait ce qui est logique de faire. Et voilà, encore un post sur mes vidéos YouTube, les commentaires YouTube, d'une patiente. J'ai l'impression qu'elle est nutritionniste, cette dame, ou médecin, j'en sais rien, peut-être. Je ne vous donne pas son nom, mais elle me dit « Plusieurs livres indiquent de diminuer l'apport en protéines et augmenter l'ingestion de fruits. » Non, non, c'est ce que je viens de vous montrer. Oui, on peut arriver à cette conclusion-là, mais excusez-moi, mais c'est prendre le problème complètement à l'envers. Hein? Alors, elle suggère, donc c'était une belle hypothèse de travail, elle me dit « Ah, peut-être que certaines hypothyroïdies sont dues à un manque de cofacteurs et que l'ingestion de fruits et légumes peut améliorer les cofacteurs. » Alors là, je dis « Bien essayé, mais je dis « Oh, mais minute hein, !» Les principaux cofacteurs thyroïdiens, quels sont-ils? Bon, il y a la B2, bon, n'insistons pas sur la B2, le vitamine A, mais les plus importants, c'est très simple, c'est l'iode, le zinc, le sélénium et le fer. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Iode, sélénium, zinc et fer. Vous trouvez qu'il y a ça dans les fruits? Bon, je voudrais bien que vous m'expliquiez. Alors, il y a du sélénium dans les noix du Brésil, qui ne sont pas, à ma connaissance, des fruits, hein, ce sont des oléagineux. Et donc, dans les fruits, il y aurait du fer, de l'iode, du zinc et du sélénium. Bon, donc, ça ne tient pas. Donc, c'est pas ça le truc. Alors, cette internaute me dit qu'elle a vu aussi, je ne sais pas où, je préfère ne pas savoir où, que la tomate devait faire partie des aliments à proscrire pour la thyroïde. Allez, le café, la tomate, je ne sais pas moi, les courgettes. Attention, les courgettes, si elles sont cueillies à la pleine lune, ça va. Hein, mais très mauvais les courgettes pour la thyroïde si elles sont cueillies en dehors de la nuit de la pleine lune. Enfin, vous voyez, bon, il faut un peu quand même se calmer. Alors, bon, on va finir les quelques minutes qui nous restent. On va finir avec ce que... Bon, alors, j'ai trouvé ça ailleurs, ça me paraissait pas mal. Bon, oui, il y a des trucs bien hein, sur Internet. Bon, on va dire... Attendez, ça vient d'où? Parce que peut-être la moindre des choses serait de les citer. Je ne sais même pas le titre. Enfin, quel régime alimentaire adopter en cas d'hypothyroïdie? Bon, voilà, ça c'est plus logique. Regardez un peu, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est pas des mangues. Alors, c'est ce qui contient les 4 cofacteurs dont je vous parlais. Hein, l'iode, bon, ben les algues, quand même un peu dans les fruits de mer, les poissons, mais surtout les algues. Algues fraîches, algues séchées. Sélénium, on reparle évidemment des noix du Brésil. Le zinc, bah, il y en a dans les fruits de mer énormément, les huîtres énormes, il y en a dans le jaune d'œuf, etc. Oui, alors le fer, évidemment, il y en a dans la viande animale, que ce soit il n'y en a pas que dans la viande rouge, hein, il y en a dans les viandes et dans les poissons, oui. Ça, c'est logique de dire ça. Hein. Alors, on mentionne aussi ici les abats qui sont très riches en nutriments, hein.
Voilà, je pense que j'ai tout cité. Voilà, ça c'est logique, ça me va, vous voyez. Pourquoi est-ce qu'il faut aller dans du délire? Bon, alors, last but not least, et alors, j'ai Goliath sur les genoux, la feuille est bien loin, je vais essayer d'attraper, hop, Goliath, ne tombe pas, voilà. Alors, dans ma conférence sur la thyroïde, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans ma conférence thyroïde sur mon site internet, www.gmouton.com, il y a cette... je vais vous la retourner, parce que, bon, je vais aussi surveiller le temps. Je ne sais pas si je vais faire un long format ou 2 fois 28 minutes, je ne sais pas, je me déciderai. Vous aurez compris quand vous verrez ceci, je me serai décidé. J'ai ce résumé qui me paraît important de rappeler pour finir, de comment se prémunir de certains aliments à problème. C'est en gros ce qu'on appelle les aliments goitrigènes. Enfin, je ne sais pas trop comment on dit en français, goitrogens en anglais, ça c'est certain. Et on a aussi des preuves historiques d'hypothyroïdie en Pologne du temps, enfin ça date, mais du temps où en Pologne, en hiver, ils n'avaient que des choux à manger, et bon, là, ils pouvaient développer des problèmes thyroïdiens. Tous ces aliments, donc surtout les brassicacées, mais il y a aussi des choses du côté des non-brassicacées. Bon, voilà, la liste qui est là. Le millet peut être un problème, les patates douces, etc. Alors vous allez me dire, oulala, mais minute, qu'est-ce qu'on peut encore manger? Calmons-nous, tout ça est parfaitement autorisé si vous garantissez un remplissage des réserves en iode. Okay, donc, tout ceci, les goitrigènes, posent problème en cas de manque d'iode. S'il n'y a pas de manque d'iode, ça ne tient pas, parce qu'ils n'ont pas la capacité de perturber le fonctionnement thyroïdien. Ceci dit, le déficit en iode est généralisé. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Et donc, faites les tests. Moi, je fais l'iode dans les urines de 24 heures. C'est de loin le plus précis. S'il y a un déficit, corrigez-le. Alors, le médecin anti-âge dont on parlait tout à l'heure, pour revenir à ses conseils, et bon, ça, j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo plus tard, notamment avec les histoires de protéines le soir et de jeûne intermittent, mais on va pas couvrir ça aujourd'hui. Ce qu'il conseillait, alors il faut encore que je le retrouve, c'est effectivement de l'iode, mais peu. Mais ça, c'est ce que je fais. Donc lui, il conseille entre 100 et 300 microgrammes d'iode. C'est exactement ce que je fais. Et alors, il est un peu plus nerveux avec le Lugol. Moi aussi, je suis nerveux avec le Lugol parce que le Lugol, par goutte, contient 6 mg d'iode. Donc, on part de 200 microgrammes et là, on explose à 6 mg. Moi, ça me rend nerveux. Lui dit que ça ralentit la thyroïde, ce que je veux bien imaginer. Bon, là, je suis certainement d'accord avec une certaine méfiance vis-à-vis de cette histoire du Lugol. Alors, il y a des médecins qui en sont fans. Le Lugol donne de très bons résultats chez certains. Mais bon, c'est une arme à double tranchant. Okay, je veux pas trop en parler parce que moi, j'ai pas d'expérience avec le Lugol. Mais en tout cas, a priori, si vous voulez rester... Alors, il y a une petite trublione, vous voyez, qui me fait tout un roman là sur la vitre. Elle gratte la vitre. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'aille lui ouvrir la porte. Mais écoutez, comme cette double vidéo se termine, nous allons remettre Goliath dans son petit panier avec son petit manteau, son petit capuchon. Et vous allez voir la scène ici qui est tout à fait touchante. Il y a la petite pouloute qui est là. Mademoiselle ne veut pas passer par les trappes. Ah non, vous voyez, la trappe est là. Il y a une deuxième trappe à la sortie du garage vers la maison. Eh bien non, parce que Mademoiselle Pouloute, elle veut rentrer
par la grande porte. Et c'est moi qui dois ouvrir. Et s'il y a quelqu'un d'autre dans la maison qui va ouvrir, eh bien, elle ne rentre pas. Et oui, c'est ça des princesses, vous voyez? Enfin, c'est pas la pouloute, hein, c'est son hologramme. Regardez ça, c'est pas des beaux yeux, ça, hein? Bon, c'est mignonne. Donc voilà, ça se termine. On a couvert pas mal de matière. Je pense qu'on pourrait revenir une dernière fois sur le sujet, un peu avec notamment ici tout ce que j'ai noté d'une conférence du médecin anti-âge en question, où je suis d'accord avec certaines choses et pas avec d'autres. Je crois que ça pourrait être intéressant de nuancer tout ça. Là, on est plus dans les horaires des repas, les habitudes des hommes préhistoriques qui mangeaient le soir ou pas. Peut-être dire un mot à ce sujet-là, c'est que effectivement, lors du paléolithique, on mangeait pas dans le noir, donc on mangeait pas le soir. Maintenant, qu'est-ce qu'on mangeait le soir? Rien, mais au dernier repas, je pense que ça mérite discussion, mais nous discuterons de ça dans une autre vidéo. Bon, ici, on est au format double. Au lieu d'être à 28 minutes, on est à 56 minutes. Je suis désolé, je crois que ça valait la peine. Merci pour votre patience. À la prochaine, tous les vendredis soirs. Et évidemment, période de fête, juste avant Noël, vous aurez une surprise pour vos fêtes, que vous fêtiez Noël ou pas d'ailleurs, un petit cadeau. Et je vous donne rendez-vous dans une semaine. OK? Bye bye.